Allez, go. Correct. Direct. Très chers abonnés, vous l'avez vu sur ces images, ça chauffe vraiment dans le Walikale entre deux factions Wazalendo depuis ce matin. Ces deux factions-là, il s'agit bien évidemment de Mai Mai Kifuafua et de Raia Mutomboki qui sont en train de s'affronter vraiment de manière assez rude. Et la population est en détresse au niveau de Walikale. Donc, depuis ce matin, ces deux factions Wazalendo-là sont en train, n'est-ce pas, d'en découdre dans des conditions vraiment très déplorables, vu que c'est la population qui est maintenant sous les coups de feu et ces deux factions-là sont en train de se battre, n'est-ce pas, pour le contrôle d'une localité sur place. Alors, nos sources sur place évoquent effectivement des affrontements depuis ce matin et nos confrères, n'est-ce pas, d'actualité.cd nous révèlent également, n'est-ce pas, nous confirment également cette information selon laquelle les différentes factions Wazalendo, deux pour être plus précis, sont en train de se battre. Il s'agit de Mai Mai Kifuafua et de Mai Mai Raia Mutomboki. Alors la situation demeure préoccupante sur l'axe Katatoa, Otobora, Karete, dans la localité d'Ibiro, groupement des Bakano, dans les territoires de Walikale. Et nous sommes là au nord Kivu. Deux groupes Wazalendo se disputent le contrôle de cette zone stratégique, plongeant la population civile dans un climat de peur et de précarité. Alors il s'agit, comme je vous l'ai dit, très chers abonnés, de Mai Mai Kifuafua, dirigé par Shukuru Bulenda, et de Mai Mai Raia Mutomboki sous le commandement de Kamulende. Alors, selon les sources locales, ces rivalités durent depuis environ 2 mois et font craindre des affrontements armés à tout moment, chaque camp revendiquant la propriété de cet axe routier. La principale conséquence de cette dispute est la prolifération des barrières illégales. Des Kata, toi, à Karete, on dénombre au moins 6 barrières tenues par les combattants des deux groupes et les voyageurs sont contraints de payer des sommes forfaitaires sous peine de représailles. Alors, il y a eu un témoin sur place qui a révélé ce qui suit. Nous souffrons à cause des intérêts égoïstes et des responsables de ces groupes armés. Aucun camp ne veut céder. Vous payez ici, puis quelques mètres plus loin, vous payez encore à l'autre camp. C'est un véritable calvaire, a donc indiqué cette source au niveau, n'est-ce pas, de Walikale. Alors, d'autres sources sur place font également état de cas de torture, des mauvais traitements infligés aux personnes incapables de payer les taxes imposées. Alors, outre les extorsions, les habitants dénoncent également l'obligation de nourrir quotidiennement ces combattants. Nourrir quotidiennement ces combattants devenu un véritable fardeau pour une population déjà fragilisée par l'insécurité chronique. Alors face à cette pression, de nombreuses familles choisissent de fuir leur village pour se mettre à l'abri, aggravant ainsi la situation humanitaire locale. La société civile de Walikale condamne fermement les agissements de ces groupes de Wazalendo. Ces groupes de Wazalendo et appellent les autorités militaires à s'impliquer urgemment pour mettre fin n'est-ce pas, à ces rivalités et protéger ainsi la population civile. Elle craint qu'en l'absence d'une intervention rapide, la situation ne dégénère en affrontement meurtrier. L'axe Kata-Touakarete, situé sur la route nationale numéro 3, constitue un corridor vital pour les échanges commerciaux entre Rombo et Walikale. Sa fréquentation régulière par les voyageurs et commerçants en fait une zone particulièrement convoitée par les Wazalendo qui y imposent des taxes illégales pour financer les activités. Voilà donc, très chers abonnés, la situation dans laquelle se trouvent, n'est-ce pas, les populations de Walikale qui sont, à l'heure où on est en train de vous parler, sous les balles, les populations de Walikale qui sont en train vraiment de pâtir, n'est-ce pas, de ces nouveaux affrontements opposant
deux factions Wazalendo. Il s'agit de Kifuafua, mais également de Raia Mutomboki. Donc depuis ce matin, vraiment, ça chauffe au niveau de Walikale et nos sources sur place sont en train, n'est-ce pas, de nous indiquer vraiment des affrontements terribles qui mettent aux prises, n'est-ce pas, ces deux factions pourtant naturellement alliées. Alors, le gouvernement congolais, on attend toujours sa réaction par rapport à ces nouveaux affrontements, à ces nouveaux accrochages, hein, puisque c'est le gouvernement congolais qui a armé les uns et qui a légitimé les autres, n'est-ce pas? Et on attend toujours, n'est-ce pas, ces explications par rapport à ces nouveaux cas de dérapage observés chez le Wazalendo. Nous sommes là à Walikale. Alors, on craignait les pires depuis très longtemps, puisque ces Wazalendo-là qui ont été légitimés, qui ont été armés pour les uns et légitimés par le gouvernement congolais pour les autres. On savait au bout d'un moment qu'ils pouvaient échapper au contrôle du gouvernement. Et donc, c'est ce que nous sommes en train d'assister à l'heure actuelle, puisque ces deux factions, les Kifuafua et le Raia Mutombo, qui sont en train à l'heure actuelle de s'affronter pour, n'est-ce pas, les contrôles de Walikale ou de cette localité-là de Walikale, mesdames et messieurs. Voilà donc l'information actuelle au niveau de front, au niveau de front à Walikale où deux factions Wazalendo sont en train de s'affronter. Alors, nous compatissons avec la population locale qui est en train, n'est-ce pas, de subir les affres de ces affrontements. On attend bien évidemment les bilans, le nombre de morts, le nombre de blessés. Mais jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore véritablement des bilans. On pourra vous communiquer les bilans lorsqu'on en aura suffisamment d'éléments ou lorsqu'on aura recoupé à travers nos différentes sources, n'est-ce pas, l'évolution de la situation. Mais tout ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle est que ça chauffe vraiment au niveau de Walikale entre les Kifuafua et le Raia Mutombo, qui deux groupes appartenant, n'est-ce pas, au Wazalendo. Les Wazalendo qui ont été reconnus par le gouvernement congolais comme étant de résistants, des patriotes congolais dans sa lutte contre l'AFC M23. Alors, nous quittons maintenant le front pour aller, n'est-ce pas, dans les salons diplomatiques, hein, pour parler notamment de la situation politique à l'est de la République démocratique du Congo et de dialogues qui sont envisagés, n'est-ce pas, pour y mettre fin. Alors, au Congo, il y a une crise politique vraiment terrible. Aujourd'hui, les acteurs politiques se regardent en chaîne de faïence. L'opposition devient de plus en plus, comment dirais-je, farouche vis-à-vis du pouvoir en place. Et pour, n'est-ce pas, arriver à mettre fin à cette crise, il a semblé idoine, que ce soit aux opposants, quoi, Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, de mettre sur place des cadres de dialogue, n'est-ce pas, pour arriver à endiguer cette crise à l'est de la République démocratique du Congo et cette crise politique générale et généralisée en République démocratique du Congo. Alors, on vous avait parlé, n'est-ce pas, de la descente de Félix Tshisekedi à Luanda, juste dans la foulée de son retour de Washington. Félix Tshisekedi s'était rendu à Luanda où il était notamment allé rencontrer plusieurs médiateurs à la crise congolaise, notamment le président Joao Lourenço, qu'il a lui-même désigné comme médiateur. Faure Gnassingbé, l'ancien président du Togo, Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, et cette coalition-là d'anciens chefs d'État qui se sont, n'est-ce pas, qui ont été désignés par l'Union africaine pour venir assurer la médiation à la crise congolaise. Et sur place, Félix Tshisekedi s'est montré ferme à sa position. Pas de dialogue en dehors de la République démocratique du Congo ou en dehors du territoire congolais. Pas non plus de dialogue en dehors des cadres institutionnels. La position de Félix Tshisekedi reste ferme quant à ces. Félix Tshisekedi a toujours, n'est-ce pas, avoué, ou il a toujours, n'est-ce pas, martelé sur le fait que le dialogue entre les Congolais doit nécessairement se tenir en République démocratique du Congo et sa proposition c'était Kinshasa.
Il a également soutenu que, martelé d'ailleurs, puisqu'il avait déjà dit que les dialogues ne devaient pas aller en dehors des cadres institutionnels. Alors cela soulève plusieurs questions, puisqu'on s'attendait à ce que la position de Félix Tshisekedi puisse évoluer après la grosse pression exercée par les opposants congolais, mais également la coalition Senko ECC. Mais également après, on s'attendait à ce que la position de Félix Tshisekedi évolue après, n'est-ce pas, une pression également exercée par les députés américains qui ont reconnu l'importance des évêques dans, n'est-ce pas, dans la perspective des solutions aux problèmes de, disons, à la crise en République démocratique du Congo. Mais Félix Tshisekedi a surpris tout le monde en restant ferme, opiniâtre, entêté, obstiné même à sa position initiale, qui est, n'est-ce pas, de convoquer les dialogues sur les territoires congolais, mais également dans les cadres institutionnels. Alors, cela ne passe pas du tout aux yeux des opposants congolais qui disent fermement que les dialogues ne doivent pas se tenir en République démocratique du Congo ou à Kinshasa, puisqu'ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité pour les uns et pour les autres, il est quasiment inadmissible de rentrer au pays étant donné qu'ils sont exilés politiques. Alors, des exilés politiques, on peut en citer, c'est vraiment une liste très longue. Il y en a qui se sont exilés en Belgique, d'autres en France, d'autres qui sont en Afrique du Sud, d'autres même qui sont dans des pays frontaliers de la République démocratique du Congo, en Ouganda, à Nairobi également. Donc, il est difficile pour ces opposants-là de rencontrer, n'est-ce pas, le préalable de Félix Tshisekedi et de venir à Kinshasa pour participer au dialogue, étant donné qu'ils ne s'y sentent pas en sécurité. Des deux, il est inadmissible pour les opposants, la plupart d'ailleurs, que ces dialogues-là se tiennent dans les cadres institutionnels selon le format dicté par Félix Tshisekedi. Voilà donc le nouveau blocage et la position qui reste toujours ferme de la part de Félix Tshisekedi. Alors hier, je vous ai parlé, n'est-ce pas, de l'antagonisme ou de la divergence entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, entre autres. Joseph Kabila qui a fixé plusieurs préalables, entre autres, n'est-ce pas, un dialogue, n'est-ce pas, facilité par où la Senko et les CC seraient, n'est-ce pas, de médiateurs principaux, mais également un dialogue loin de Kinshasa, mais également la libération des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion également, mais aussi la réhabilitation du PPRD comme parti politique et non pas aujourd'hui comme un groupe armé, comme, n'est-ce pas, le régime de Félix Tshisekedi les considère. Donc, Félix Tshisekedi vient de donner un coup de pied à l'opposition qui pensait que sa position évoluerait, c'est-à-dire en faveur d'un dialogue facilité par l'ECC et la Senko, mais également un dialogue loin de Kinshasa. Il n'en est pas du tout question pour Félix Tshisekedi qui reste ferme. Pas de dialogue en dehors de la République démocratique du Congo et pas non plus de dialogue en dehors des cadres institutionnels, très chers abonnés. Trouvez-vous ça sage de la part de Félix Tshisekedi au moment où le pays est en train de sombrer dans la crise? Dites-nous en commentaire, très chers abonnés, et nous serons très ravis, n'est-ce pas, de vous lire. Alors, puisque nous sommes en train de parler toujours des dialogues, on ne peut pas, n'est-ce pas, se passer d'une nouvelle déclaration de l'abbé Donatien Cholet, qui est absolument le fer de lance du tandem Senko ECC, qui voudrait à tout prix, n'est-ce pas, assurer la médiation ou assurer les bons offices de ces dialogues-là entre Congolais. Alors, qu'est-ce que Donatien Cholet a dit? Il vient de faire une nouvelle déclaration, choc, qui va devoir d'ailleurs vous intéresser, très chers abonnés. D'abord, c'est ce qu'il dit. D'abord, il y a quelque chose à clarifier parce qu'au même moment, nous parlons de la possibilité d'un dialogue inclusif, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Je ne sais pas si on considère ce qui se passe à Doha comme un aspect de ces dialogues ou pas. Doha où l'opposition armée, c'est-à-dire l'AFC M23, est en pleine négociation avec Kinshasa.
Donc là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre davantage. Peut-être que c'est moi qui interprète et que pour le président, ce dialogue se ferait en deux temps. Un temps avec ceux qui ont pris les armes et un temps avec les autres. Mais nous pensons que ce serait plus pratique pour des questions qui concernent tout le monde, que tout le monde se retrouve autour d'une table, a donc déclaré Donatien Cholet, qui ne comprend pas du tout l'approche de Félix Tshisekedi de convoquer d'une part, c'est-à-dire à Doha, l'opposition armée, l'AFC M23, et de convoquer d'autre part l'opposition non armée, c'est-à-dire le parti politique comme Ensemble, comme SID de Martin Fayoulou, mais également les différentes organisations de la société civile. Donc, d'une part, c'est ce que décrit Donatien Cholet, l'abbé Donatien Cholet, monseigneur Donatien Cholet, pardon. D'une part, Félix Tshisekedi écarte toute idée de négocier ou de dialoguer avec l'opposition armée, c'est-à-dire l'AFC M23, puisque c'est parmi les préalables fixés par Félix Tshisekedi pour les dialogues intercongolais qu'il lui envisage. Et d'autre part, Félix Tshisekedi est en train de négocier directement ou de dialoguer directement avec l'opposition armée, c'est-à-dire l'AFC M23. Là, nous sommes à Doha. Et donc, pour Monseigneur Donatien Cholet, cela ne passe pas, d'autant plus que un dialogue inclusif voudrait que et les opposants non armés et les opposants armés puissent tous être, n'est-ce pas, conviés sur la table afin de tabler sur les questions liées à la crise politique et sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Pour Monseigneur Donatien Cholet, l'un n'exclut pas l'autre. La crise politique n'exclut pas la crise sécuritaire puisqu'il a toujours soutenu que l'AFC M23 et toutes les rébellions ont pris les armes du fait, n'est-ce pas, de la crise politique en République démocratique du Congo. Et donc, pour Monseigneur Donatien Cholet, qui est le fer de lance du duo, du tandem Senko SCC, il est inadmissible de dialoguer avec l'opposition armée d'un côté, c'est-à-dire à Doha, et de l'exclure d'un autre côté, c'est-à-dire dans le dialogue entre Congolais envisagé par Félix Tshisekedi. Alors pour lui, la cohérence voudrait, n'est-ce pas, que l'opposition armée, l'opposition non armée, mais aussi la société civile et tous les acteurs politiques du pays se mettent tous sur la même table, avec bien évidemment le régime en place pour, n'est-ce pas, trouver un consensus afin d'endiguer la crise politico-sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, dites-nous ce que vous en pensez. Pensez-vous que la proposition de Monseigneur Donatien Cholet est plus idoine, plus à même, n'est-ce pas, à résoudre le problème ou la crise politique en République démocratique du Congo? Pensez-vous que son initiative ou sa proposition est plus réaliste afin, n'est-ce pas, de résoudre le problème à la crise politico-sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et en République démocratique du Congo en général? Dites-nous en commentaire, très chers abonnés, nous serons très ravis, n'est-ce pas, de lire vos différentes contributions. Alors, on va chuter par Patrick Mouyaya, qui n'a pas, une fois de plus, manqué l'occasion de s'en prendre à Paul Kagame et au Rwanda, pour être plus précis. Patrick Mouyaya, qui était invité à la Radio France Internationale, et il a sorti des pics, hein, beaucoup de pics, n'est-ce pas, vis-à-vis de Paul Kagame. Il a dit notamment que le président Paul Kagame du Rwanda a perdu toute sa sérénité depuis les accords de Washington signés entre la RDC et le Rwanda sous, n'est-ce pas, les auspices de Donald Trump, le président des États-Unis. Alors, je ne sais pas si la technique est déjà prête pour nous proposer cette brève interview de Patrick Mouyaya accordée à la Radio France Internationale. Vous allez découvrir, mesdames et messieurs, plusieurs choses intéressantes. Et donc, nous vous convions
à suivre cet élément de Patrick Mouyaya. Si vous observez bien, depuis que nous avons commencé les discussions de Washington, le président Kagame a perdu sa sérénité. Et donc, et régulièrement, à chacune de ses sorties, il y a des choses qui sont dites qui ne devraient pas être dites à ce niveau-là, premièrement. Et c'est le narratif mensonger dont on parle. Lorsque lui-même avoue n'est pas avoir dit la vérité à l'interview accordée à votre confrère Larry Madowo de CNN. Il dit aussi que ça ne pouvait pas le conduire au tribunal. Mais regardez vous-même la place du mensonge dans la rhétorique du président rwandais. Lorsque nous disons le père et le fils, nous les disons à raison. Parce que qui a créé le M23 ? Qui arme le M23 ? Qui alimente les M23, qui conduit les opérations des M23. C'est même pas nous qui les disions seulement, mais il y a des rapports du Conseil, du groupe d'experts des Nations Unies qui les disent de manière régulière. Et donc cette filiation existe bel et bien, mais une filiation qui était reniée avant finalement d'être reconnue internationalement. Et donc nous sommes plutôt dans un narratif de vérité. Je rappelle, monsieur le journaliste, que la République démocratique du Congo est un pays démocratique. Est un pays démocratique avec une pluralité d'opinions qui est reconnue. Le Rwanda est un pays despotique où il n'existe pas des espaces de liberté pour la libre expression. Donc on ne peut pas aller dans une quelconque forme de comparaison entre les deux pays parce que du point de vue de la démocratie, le Rwanda sera toujours au bas de l'échelle. Et parce que je terminerai par là, il est hors des questions qu'à travers les fils, on exporte les méthodes du Rwanda. Vous avez suivi l'occupation de Goma. Vous avez vu qu'un jeune chanteur, paix à son âme, a été sauvagement abattu et que toute idée des libertés est brimée et que les journalistes désertent cette partie du territoire national parce qu'il y a cette volonté d'exporter les méthodes du père par le fils en RDC. Si vous... Voilà donc Patrick Mouyaya qui s'en est pris vraiment verbalement au Rwanda et à Paul Kagame. Il dit que le président rwandais a perdu toute sérénité depuis les accords de Washington. Il dit également que le Rwanda n'est pas du tout un pays démocratique où règne la pluralité d'opinion et donc il est très difficile à l'heure actuelle de faire une comparaison. Ce serait fou de faire une comparaison entre la RDC où règne la démocratie et le Rwanda où il n'y en a pas. Patrick Mouyaya qui revient également sur sa rhétorique de toujours de lier le Rwanda à l'AFC M23 disant que l'un est le père et l'autre est le fils. Donc, c'est en gros la déclaration de Patrick Mouyaya que l'on tenait, n'est-ce pas, à vous montrer pour que vous compreniez, très chers abonnés, où est-ce qu'on en est exactement dans cette guerre des rhétoriques entre Patrick Mouyaya ou disons entre la RDC et le Rwanda. Alors, hier, on vous a fait part, puisque ici sur Web Info Télévision, nous ne prenons pas position pour les uns ou pour les autres, malgré le fait que vous ne cessez, n'est-ce pas, de nous accorder des nationalités. Parfois, on en rit dans les commentaires. Mais hier, on vous a illustré les propos de Olivier Nduhungirehe, qui est quasiment le Patrick Mouyaya du Rwanda, puisqu'étant lui, Olivier Nduhungirehe, certes, c'est un ministre des Affaires étrangères, mais il est tout le temps dans la communication au profit de son pays, le Rwanda. Hier, on vous a illustré, n'est-ce pas, ses propos. Il était en train de balayer d'un revers de main, n'est-ce pas, le fait pour, n'est-ce pas, cette rhétorique qui tend à lier le Rwanda au conflit en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, seulement quelques heures plus tard, Patrick Mouyaya revient avec une réponse en confirmant sa rhétorique, c'est-à-dire en liant le Rwanda, le père, selon lui, selon ses mots, au M23, les fils, toujours selon ses propres mots. Alors, mesdames et messieurs, nous étions très heureux, n'est-ce pas, de partager avec vous ces moments précis, ces moments, pardon, précieux de décryptage des différentes actualités sur Web Info Télévision. Alors, hier, on vous a parlé, n'est-ce pas, de la réouverture de l'aéroport de Goma,
qui n'en est pas une exactement, puisque l'aéroport de Goma n'a été, n'est-ce pas, n'a accueilli qu'un hélicoptère de Madame Viviane Van de Per, qui est la chef de la MONUSCO à l'intérim. Mais il ne s'agit pas, d'ailleurs, un communicateur de l'AFC M23 a tenu à le signaler, il ne s'agit pas d'une réouverture proprement dite, comme s'il faut être beaucoup plus précis. Donc, il ne s'agit pas d'une réouverture, mais, n'est-ce pas, il s'agissait juste d'un atterrissage exceptionnel d'un hélicoptère appartenant, n'est-ce pas, à la chef de la MONUSCO. Alors, les choses ont évolué, vous l'avez suivi avec mon confrère Jeanine Toile, où est-ce qu'on en est avec la mission de Nations Unies pour, n'est-ce pas, la supervision et l'observation du cessez-le-feu. Mais également, on venait de vous parler dans le cadre de ce web décryptage de l'évolution de la situation liée à la crise politique en République démocratique du Congo avec en ligne des murs les dialogues. Mais tout au début, on vous a, n'est-ce pas, donné l'information de ce qui se passe actuellement à Walikale où deux factions Wazalendo, c'est-à-dire le Kifuafua et le Raïa Mutombo, qui sont en train d'en découdre, n'est-ce pas, sémant la terreur au sein de la population. Nous sommes là à Wali. Kale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques heures pour les actus chaudes. Mais dans l'entretemps, vous aurez droit au journal télévisé toujours sur votre chaîne préférée, WAB Info Télévision.